Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière, de tech et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on retrouve Julien Simon, ancien AWS, il est passé aussi par Hugging Face et actuellement chez RC AI. Il va nous parler bien sûr d'IA, puisque c'est sa spécialité. Vous avez peut-être vu certaines de ses vidéos sur YouTube ou même sur LinkedIn. C'est vraiment un passionné de la tech et un passionné de l'IA et il est là pour nous en parler aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Dorian, merci Bienvenue de me dans Orange recevoir. Grenadine. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Raconte-nous un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Je sais que tu es passé par AWS, on a eu l'occasion de se croiser là-bas justement. Et ça t'a amené après vers une spécialisation chez Hugging Face et RCAI sur le domaine de l'IA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors très rapidement, moi j'ai commencé par faire du soft. Donc je suis ingénieur de formation. J'ai commencé plutôt dans le monde système, télécom, embarqué, etc. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai commencé à prendre du galon. J'avais envie de manager des équipes. J'avais des idées assez précises sur comment le faire ou comment pas le faire. J'avais l'impression que je pouvais le faire mieux que certains de mes chefs. Et donc pendant environ une dizaine d'années, j'ai enchaîné des rôles de direction technique, essentiellement dans des startups à Paris, comme CTO et VP Engineering. Donc en vrac, je suis passé chez DigiPlug, Pixmania, Criteo, brièvement chez Aldébaran. Ça mériterait un épisode entier. Viadeo, etc. Donc voilà, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai géré des équipes, j'ai scalé des équipes, j'ai fait beaucoup de plateformes, beaucoup d'infra. Surtout de l'infra physique à l'époque du data center, et puis progressivement un peu de cloud. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre d'enchaîner ces rôles-là. Je trouvais que je me répétais un peu. Je trouvais que finalement, j'étais amené à résoudre toujours les mêmes problèmes. Donc ça me plaisait pas. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez AWS en 2015, presque 10 ans, jour pour jour. Wow. Et donc j'y suis resté 6 ans. J'étais évangéliste technique. J'ai commencé par la France. Bon, très vite, j'ai débordé sur les pays voisins. Et puis ça s'est étendu à l'Europe. Et puis ça s'est étendu au monde entier. J'ai fini par m'occuper de tout l'évangélisme technique pour l'IA et le machine learning chez AWS. Bon, au bout de 6 ans, j'avais coché toutes les cases, ou presque, et j'ai rejoint Hugging Face, qui était à l'époque à peu près inconnu, mais où je voyais finalement l'arrivée, je voyais la montée de cette vague à la fois de modèles open source, d'IA open source, et de modèles de nouvelle génération. On en parlera peut-être rapidement tout à l'heure. On n'était pas encore dans l'IA générative, mais il y avait déjà des nouveaux modèles qui étaient particulièrement impressionnant et bien meilleur que les modèles deep learning de l'époque. Et la promesse la mission de Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu peux la mission de Hugging Face, c'est de démocratiser l'IA et le machine learning au travers de l'open source. Donc, en hébergeant la plus grosse collection de modèles open source au monde. À l'instant T, on doit être à 2,2 millions de modèles, quelque chose comme ça. Des datasets, des outils, des librairies. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment Pendant longtemps, on s'est défini comme le GitHub du machine learning. Bon, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est pas. En première analyse, elle est plutôt correcte. Elle se rapproche de la vérité quand même. Voilà, donc j'y ai passé 3 ans. J'ai bossé pas mal avec des clients, avec des partenaires, cloud, hardware, etc. Et puis j'ai rejoint RC AI, qui est une start-up US qui est basée à San Francisco, qui a été fondée il y a un peu moins de 3 ans par des ex-Hugging Face avec qui je travaillais, et qui, eux, se concentraient plus sur on va dire, le monde de l'entreprise. Donc, comment utiliser des modèles open source et comment les spécialiser pour des applications d'entreprise dans tous les domaines. Et depuis quelques mois, RC est également... alors en bon français, model builder, donc on crée des nouveaux modèles à partir de zéro. Donc on conçoit l'architecture, on crée les jeux d'entraînement de données, on les nettoie, enfin, on prête beaucoup d'attention à la qualité des données, on sait que c'est le secret. On les entraîne sur différents fournisseurs d'infrastructures et puis on les repartage sur Hugging Face. Donc voilà, donc ça fait...
on va dire pratiquement 10 ans maintenant que je ne fais que du machine learning et de l'IA. Donc voilà, un peu de chance d'être au bon endroit au bon moment. Peut-être un peu de flair pif aussi, un peu de pif, Ouais. un peu de pif de voir que il était en train de se passer quelque chose. Et puis surtout, avant de faire ça, j'avais fait de la data pendant déjà bien 5-6 ans. Et donc, voilà, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment on se met à l'IA. Moi, j'ai envie de dire commencer par MySQL. Hein. Ah oui, c'est pas du tout la Non, réponse qu'on a l'habitude non. d'entendre. C'est Ben plutôt en non, parce général, que commence par un bootcamp ouais, IA, non, pas du tout. allez dépenser Ouais. vos sous sur un bootcamp prompt engineering ou je sais pas quoi. C'est une assez mauvaise idée. Ok, donc tu recommanderais aux auditeurs qui voudraient justement se former à l'IA de d'abord commencer par les first Absolument. principles. Ouais, que tu- toujours. que tu- Les que first tu- principles. Je sais pas comment on T'en traduit ça en parles souvent, français. je voulais venir Les là-dessus. premiers mais- principes, ouais, les Ouais, principes fondamentaux. C'est ça, les bases. Ouais. Les bases de l'IA, Mm. c'est à partir de données, modéliser. Mm. Modéliser des relations complexes qui vont servir à prédire sur de nouvelles données. C'est pas autre chose. D'accord ? Donc, combien de fois j'ai dit données dans cette phrase ? On va pas les Donc, compter. voilà. Donc, la clé, c'est les données qui vont servir à évaluer les modèles. Comment je sais que tel modèle, j'ai dit plus de 2 millions de modèles, lequel je prends ? Bon, ben, il va falloir les tester. Bien sûr. Donc, les tester, ça veut dire les évaluer sur des données représentatives de votre cas d'utilisation. Voilà. Donc, ça peut être des données clients, ça peut être vos données, peu importe ce que vous essayez de faire. Il faut confronter le modèle à des vraies données et voir ce que ça donne. Donc, ces données-là, où est-ce qu'elles vivent ? Elles sont pas... Je veux dire, moi, je dis toujours, il y a un monde entre la data et le dataset. La data, c'est ce que vos utilisateurs, au sens large, vont générer en utilisant votre application. Donc, ces données, elles sont dans des bases de données relationnelles. Ça peut être des données transactionnelles, des commandes, des produits, etc. Ça peut être des logs de navigation web. Ça peut être des clics, ça peut être des trucs comme ça. Ça peut être des données de session, des cookies, des profils utilisateurs, des trucs qui auraient dans un DynamoDB, un Redis, des choses comme ça. Bon. J'en passe et des meilleurs. Et vos données, ça peut être des PDF, et ça peut être des mails, et ça peut être des conversations Slack. Et c'est probablement tout ça. Donc, si vous vous dites, moi, je vais commencer par apprendre PyTorch et Hugging Face et ChatGPT, etc. Finalement, c'est comme si vous vous disiez, tiens, je vais apprendre à régler une rampe d'injection sur une Formule 1, alors que j'ai même jamais mis les mains dans un moteur de... je vais montrer mon âge. Un moteur de 4L ou un moteur de 2 chevaux. Ou un moteur de Clio, allez. Donc, il y a des étapes à passer. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas apprendre toute l'histoire de l'informatique depuis les années 50. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, quand on parle de machine learning et d'IA, il y a un socle data, base de données relationnelles, SQL, base de données non relationnelles. Voilà, mettez les mains dans MongoDB, mettez les mains dans Dynamo, mettez les mains dans ce que vous voulez. Mais les données, in fine, les données que vous allez utiliser, elles sont là. Donc, si vous ne savez pas aller les chercher, si vous ne savez pas aller les extraire, si vous ne savez pas aller les convertir, si vous ne savez pas aller les analyser, les visualiser, les nettoyer, les blablabla, bon, alors, vous allez dire, oui, quelqu'un d'autre va le faire. Mais guess what ? La partie la plus intéressante, c'est celle-là. Ok, donc tu recommanderais justement à quelqu'un qui démarre de d'abord avoir ces fondamentaux-là sur la de partie data, on va dire data engineering. Data engineering. Data et engineering. Après, effectivement, une fois qu'on a bien cerné comment utiliser les données, comment les trouver, comment les nettoyer, plutôt aller sur quelque chose de plus avancé. Une fois, et en plus, l'avantage, c'est que vous saurez le faire tout seul. Voilà, à condition qu'on vous donne les accès au système. Mais je veux dire, les bons ingénieurs IA, ils sont capables d'aller, je vais presque dire, de bout en bout.
ce qu'on veut recruter. On veut recruter ceux qui sont capables d'aller trouver les données au fin fond d'une base de données Oracle ou je sais pas quoi, ou au fin fond d'un Mongo ou je sais pas quoi, de les extraire, de les nettoyer, de les transformer en dataset, d'évaluer des modèles avec, éventuellement après d'entraîner des modèles avec, etc., etc. Et puis après de prendre le modèle, de le déployer et de faire un peu de DevOps. Ouais. Il y a un full stack IA. Alors je sais pas si on les... Je sais pas, je recrute pas moi. Donc, mais tout comme il y a 10 ans, on cherchait des full stack qui étaient capables de faire front, back, bon, allez, Un peu de base de données. un quand peu de même. base de données. Ouais. Bon. Puis après, ils allaient chercher les DBA quand vraiment ils étaient paumés. Mais il y a un côté full stack IA aussi. Et c'est, voilà, pour moi, c'est ça. C'est data engineering, modeling, déploiement. Ok. Bon, mais la base, c'est que ça reste la data. Comprendre ce que c'est que de la data. Voilà. Bonne, pas bonne, sale, pas sale. Comment on la nettoie, comment on la prépare. C'est la clé. Ouais, Donc si vous pensez que l'IA tue le SQL, non. Après, vous pouvez utiliser des modèles d'IA pour générer vos requêtes SQL. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut comprendre la chaîne de A à Z, à mon avis. Encore faut-il savoir prompter aussi et bien prompter. Ça, c'est un C'est autre sûr. sujet, je Alors pense, ça, c'est encore un grand sujet. Ouais. Ouais. C'est encore un grand sujet. Yes. Comment tu as vécu l'arrivée de ChatGPT? C'est une question que j'avais, vu que tu es dans l'IA depuis un moment. En 2022, ChatGPT est arrivé, je crois que c'était en novembre aussi. Ouais, c'est ça, c'était la fin de l'année. Ouais. Comment tu as vécu cette arrivée de l'IA générative, toi qui étais dans l'IA depuis Alors, longtemps? ça serait facile de dire, oh oui, bon, ouais, on l'avait vu. Moi, je vais être honnête, non, je ne l'avais pas vu. Et je pense que pourtant, j'étais chez Hugging Face à l'époque et il y avait déjà des modèles génératifs. Il y avait déjà GPT-2 qui existait. GPT était assez ancien. J'avais GPT-2 qui existait. Mais il faut être honnête, ils étaient mauvais, ces modèles. D'accord. Et pourquoi il ne s'est pas passé grand-chose avec GPT-2 ? C'est parce que les modèles n'étaient pas bons. Ils généraient, mais c'était... Bon, on pouvait se dire, oui, ok, on voit qu'il y a une nouvelle génération de modèles. On est passé de l'IA, on va dire, extractive, c'est-à-dire, voilà du texte, traduis-le, ou voilà du texte... trouve les entités à l'intérieur, etc., ou classifie le texte. Hein, donc voilà quelque chose, et puis extrait une information à partir de ça. On était passé de ça à la génération, c'est-à-dire, effectivement, je pose une question et tu me génères une réponse, ou je te mets le début d'une phrase et tu me génères la suite, etc. Donc on le voyait que ça arrivait, mais la qualité était vraiment faible. Et je pense que le génie, entre guillemets, et le crédit qu'il faut donner à OpenAI, qui n'est pas une organisation que j'adore particulièrement en tant qu'organisation, mais il faut reconnaître que le coup de génie, c'est une combinaison de... on a pris les papiers de recherche qui existaient depuis un moment et on les a fait marcher à l'échelle avec le fameux reinforcement learning with human feedback, etc., qui n'étaient pas des nouvelles techniques, mais qui restaient des papiers de recherche. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont fait marcher à l'échelle. Et puis le deuxième coup de génie, c'est surtout d'ouvrir ça au grand public et de finalement, du jour au lendemain, de donner à l'humanité cet outil qui est de dire, ben voilà, maintenant, faites des trucs avec. Bon. Et puis au passage, vous allez nous aider à faire les datasets aussi, merci. Ouais, alors comme on dit toujours, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, ça c'est bien vu une fois de plus. Mais il faut leur reconnaître voilà, ce génie-là, d'avoir fait marcher, d'avoir fait ce pari, d'avoir fait ce qu'on déconseille toujours aux startups. C'est-à-dire, on dit toujours aux startups, product market fit, parlez aux clients, écoutez-les, construisez quelque chose que les clients ont envie d'acheter, etc. Moi, sincèrement, je faisais des meetings clients en 2021, 2022, etc. Il n'y a pas un client qui me disait « je veux un truc » comme ChatGPT. Les chatbots avaient échoué. Voilà. On va pas retourner le couteau dans la plaie. Bien sûr. Mais Amazon Lex, pour ceux qui l'ont pratiqué, et moi il a fallu que, en bon soldat, j'essaie de promouvoir Amazon Lex, qui était le service de chatbot d'AWS, qui était une catastrophe sur pattes. Amazon Alexa,
Bon, j'en ai à la maison, mais voilà, à part leur demander de mettre Spotify et de me dire quel temps il va faire demain, c'est à peu près tout. Bon, donc ça, c'est 2016, 2017, 2018. Et puis voilà, donc en 2021, 2022, plus personne ne croyait au chatbot. Hmm. Ça avait échoué. En Bon. général, même sur les sites. Quand Oui, on oui, avait bien à sûr. faire un chatbot, personne ne voulait parler au C'était chatbot. un gadget, Enfin, quoi. C'était catastrophique. C'était le Ouais, creepy, bon, voilà, le truc. exactement. Ah On non, voulait pas juste le parler à chatbot, un humain voilà. le plus rapidement possible. Quoi. Voilà, Mais c'est ça, ouais. c'est exactement. Le jeu, c'était quel est le mot-clé qui va déclencher la conversation avec un humain. Tout à fait. Donc les chatbots avaient échoué. Et donc OpenAI a dit, non, on s'en fiche, voilà, on se fiche de ce que veulent les gens, on va leur construire un truc, et on va le déployer à l'échelle, et bravo, quoi. Donc Ouais, la oui, courbe ça a été, d'adoption a été énorme et et ça a été une rapide. baffe. Moi, ça a été une baffe. Je me suis dit, mais... Parce que ces papiers, je les avais lus, voilà, j'étais dans le bain quand même. Et je me suis dit, waouh, quand même, ok, bravo les gars. Là, il y a... Quand je voyais le gap entre on va dire les papiers de recherche et ce qu'ils avaient fait, quand j'essayais de reconstituer un peu les morceaux, là, de reconnecter les morceaux dans ma tête, je me suis dit, non, bravo. Bravo. Après, bon, une fois de plus, sur l'organisation, sur leur pratique, sur voilà, ce qu'il y a derrière le rideau, les gens sous-payés à noter dans des pays en développement, etc. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Mais si on regarde froidement d'un point de vue scientifique et technique, bravo. Et ça a été une baffe, oui. Ok, génial. Qu'est-ce que tu penses en termes de use case qui va être le plus impactant dans les années à venir, justement avec l'IA générative, ou même actuellement d'ailleurs, que tu vois peut-être chez tes clients? Alors, je pense que tout ça, c'est... Voilà, il y a des vagues. Donc, il y a eu une grande vague d'expérimentation où pendant voilà, tout 2023, en gros, tout le monde s'est rué à essayer 1 million d'idées. 95% n'ont pas marché, mais c'est pas grave. Voilà, on est tous des adeptes du fail fast, on est tous des adeptes pour trouver l'idée, pour trouver la pépite, il faut pelleter des tonnes de terre, quoi. Hein. Donc, si vous mettez tout votre budget sur 3 coups de pelle, elle n'est pas là, la pépite. Il faut accepter de pelleter des tonnes et des tonnes de terre. Et à la fin, voilà, il y a la pépite, mais c'est celle-là qui change tout. Donc, il y a 99 idées qui sont mauvaises et il y en a une qui est l'idée qui tue, quoi. Donc, ça a été 2023. Alors, la question, c'est toujours la même. C'est est-ce que le chatbot, est-ce que l'interface type ChatGPT ou type, bon, on va dire les autres, c'est pareil, hein, Gemini, enfin, Anthropic, ça. Est-ce que c'est ça la bonne interface? Moi, j'ai toujours un peu d'interrogation là-dessus. Est-ce que la voix n'est pas une interface plus naturelle? Enfin, Maintenant, la voix, c'est très compliqué. Côté OpenAI, en tout cas, ils sont en train de réfléchir à un device. Ils ont intégré Jonathan Ive, l'ancien designer en chef d'Apple. Ouais, et puis donc on voit qu'ils essaient d'inventer Ouais, peut-être la prochaine génération de matériel pour interagir. Il y a des avec opérateurs télécoms. Il y a Deutsche Telekom qui, je crois, l'année dernière, avait montré un téléphone sans appli. Voilà. Après, la voix peut être un sujet. Mais il y a plein de sujets. Je pense qu'il y a moi, j'ai plein de points d'interrogation comme ça sur comment on va interagir, quoi. Est-ce que c'est un device? Est-ce que c'est un truc dans tes lunettes? Est-ce que c'est une oreillette? C'est pas encore, mais oui, je sais pas, ça quoi. Mais pourrait voilà, être moi, tellement d'options. ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais voir plus de startups se lancer sur ces trucs-là. Parce qu'on en est toujours à finalement, voilà, j'ai mon téléphone et puis j'ai un tout petit clavier avec des tout petites touches et des gros doigts. Voilà, puis parler dans mon téléphone, ça me plaît pas non plus. C'est ce qui marche, c'est le plus efficace aujourd'hui, clairement, bon, pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a encore un grand truc. Et puis, il y a plein de... Voilà, donc pour les applis, on va dire conversationnelles. Et après, il y a... c'est comme toujours, là, il y a la partie cachée de l'iceberg, qui est la partie non conversationnelle, qui est de dire... Et ça, on voit plein de projets là-dessus. C'est-à-dire l'analyse de documents, tout ce qui est offline, quoi. Tout ce qui est, alors évidemment, la traduction, le résumé, ça c'est les grands classiques, mais voilà, l'analyse de documents, y compris des documents manuscrits. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vérifient que tel document a été signé? Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui n'ont pas de sens pour moi. Tout ça devrait être automatisable. Donc je pense qu'il y a, voilà, et puis il y a plein de cas d'usage comme ça.
où on peut sans doute accélérer x10, x100, et que ça soit du machine to machine, quoi. Voilà, qu'on ait de l'intelligence comme ça, complètement cachée derrière des systèmes, et que au lieu d'attendre qu'un document soit validé, au lieu d'attendre je sais pas quoi, que la préfecture fasse je sais pas quoi, enfin, voilà, ça devrait être fait en 4 secondes. Bon, il y a du travail, hein. Non, c'est sûr, il y a des... Mais voilà, donc je pense qu'il y a, voilà, on est tous obsédés par le chatbot, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets comme ça, complètement hors chatbot, qui sont, à mon avis, au moins aussi intéressants. J'ai l'impression quand même que la vision avec l'IA générative, enfin, la vision de certaines entreprises, je ne vais pas reciter la même à chaque fois, mais et peut-être aussi d'avoir une seule appli. Une seule appli, un seul outil, en l'occurrence, bon, on l'a vu à la dernière conférence, hein, ChatGPT, qui va se connecter à ta place aux différentes applications, Spotify, Booking, et au final, tu restes dans cette même interface, au lieu d'aller interagir avec des applis comme on le fait aujourd'hui. Ouais, alors ça, c'est sûr que Est-ce que c'est pas un risque aussi pour ça, d'un point de vue stratégique, je comprends qu'ils aient envie de faire ça. Je veux dire, ça a bien marché pour Google, hein. Ouais. Ça a bien marché pour Google, donc tu as ta suite d'applications Google. Enfin, combien d'heures par jour est-ce que tu utilises YouTube, Maps, Gmail Bien sûr. Bon, voilà. Donc, il y a les fameux walled gardens, quoi. C'est-à-dire, tu utilises un fournisseur, ta data reste à l'intérieur, il sait tout de toi, et c'est une donnée qui est captive et qui a beaucoup de valeur. Bon, Microsoft est pas en reste, qu'OpenAI a envie de faire la même chose, pourquoi pas. Bon, je dirais, c'est le consommateur qui décidera, quoi, ou pas. Mais je veux dire, bon, il y a un moment où il faut être conscient de la part de notre vie qu'on confie à ces sociétés-là. Bien sûr. Bon. Je veux dire, on le fait tous, voilà. Après, bon, moi, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Instagram, voilà. Je pense moi, j'ai des limites comme ça que je franchis pas. Et puis, je pense qu'il y a une vraie différence entre on va dire, les cas d'usage grand public et puis les cas d'usage entreprise. Oui. Voilà. Qu'effectivement, à un moment, peut-être sur ton iPhone ou sur ton Android, tu es effectivement une appli IA qui progressivement remplace les apps traditionnelles ou s'interface avec elles, etc. C'est probablement la direction. Bon, et puis ta vie privée, bon, bah écoute, voilà. Après, si tu veux une vie privée, tu n'as pas de téléphone mobile, tu n'as pas de carte bleue. Enfin, je veux dire, on revient toujours sur le même sujet. Ça ne changera rien. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Ça changera dans le sens où, effectivement, quand tu as une conversation avec un modèle d'IA, tu peux révéler plus de choses sur ta vie privée que si tu cliques dans Chrome ou si tu cliques dans Maps, et encore. Parce que tu vas du point A au point B, bon, oui, ça révèle aussi des choses, voilà. Donc, bon, mais je pense que ça, c'est un débat qui, pour moi, est clos. Enfin, voilà, c'est des débats un peu théoriques. C'est moins intéressant. Mais voilà, après, la vraie discussion, c'est pour les entreprises. Parce que là, on n'est plus tellement dans, on va dire, le compromis confort d'utilisation versus vie privée. On est dans propriété intellectuelle et avantages compétitifs versus fournisseurs externes. Donc là, il y a un vrai sujet. Et puis, moi, je le dis toujours à tous les clients, c'est... N'imaginez pas que vous créerez un avantage compétitif si vous utilisez le même modèle que tout le monde. C'est vrai. C'est pas possible. Je veux dire, voilà, si vous êtes livreur et que vous avez la même flotte de camionnettes que votre concurrent direct, que vous achetez l'essence, enfin le gasoil, au même prix, que vous payez les mêmes taxes, les mêmes péages, les mêmes frais d'entretien, vous payez vos chauffeurs au même prix. Bon, oui. Alors tu peux dire oui, mais moi ma plateforme logistique, mon soft est super malin, etc., etc. Ok, mais si ta plateforme logistique elle utilise le même modèle d'IA que celle de ton concurrent, tu me feras jamais croire que c'est les prompts qui font la différence. Voilà. Bon, les capacités du modèle, c'est les capacités du modèle, les connaissances du modèle aussi. Voilà, tout le monde a à peu près la même data. Enfin voilà, donc il y a ce sujet-là qui est très différent, à mon avis, entre le grand public et
et les entreprises. Le grand public veut un confort d'utilisation, un sûr. truc simple, voilà. Et les entreprises veulent créer un avantage compétitif. Il y a un gain de productivité aussi. Voilà, et de la productivité. Oui, c'est ça. Alors, qui peut être. De toute façon, un projet informatique, ça sert soit à générer du revenu, soit à économiser des coûts. Et ça, c'est vrai depuis toujours. Donc, si c'est ni l'un, et puis tu fais ça aussi toute la journée. Donc, sinon, on se fait plaisir. Donc, si on fait de l'IA, effectivement, comme on disait tout à l'heure, pour avoir un chatbot sur voilà, monsupermarché.fr, que le truc est idiot, ne sert à rien, alors super, on a fait plaisir au directeur général qui fera une keynote en disant que maintenant monsupermarché.fr est devenu une boîte d'IA, une boîte de tech, et que du coup sa valorisation devrait au moins tripler, et puis bon, tant mieux pour ses actions, quoi. Mais les clients ne l'utilisent pas, donc ça ne sert à rien. Les vrais projets impactants, c'est ceux qui créent une expérience utilisateur nouvelle et supérieure à celle des concurrents. Voilà, on ne va pas donner de nom, mais des sites de musique en ligne, il y en a plein. Des plateformes de VOD au sens large, il y en a plein. Bon, alors pourquoi on utilise tous Netflix et Spotify ? Ils ont le même contenu que les autres, à peu de choses près. Entre Spotify et les autres, quelle différence il y a ? Bon, pas vraiment. Voilà. Enfin, moi, je suis fan de heavy metal. Ok, je vais trouver tous mes groupes sur les 2 ou 3 ou 4 plateformes. Pourquoi j'utilise Spotify ? Bon, j'utilise Spotify parce que j'aime l'expérience utilisateur. J'aime la reco, j'aime tout ça. Bon, c'est... Voilà. Et je paye. Bon. Après avoir downloadé pendant des décennies. Mais et ça, les clients, ils le perçoivent comment ? Quand tu leur dis, par exemple, il faut que, si vous voulez vous différencier, il faut que vous ayez votre propre modèle. Alors, ça peut être votre propre modèle, ou en tout cas, il faut que ça soit un truc différent. Il faut que... Donc, penser qu'on va créer un avantage compétitif en utilisant GPT-5 ou Claude 4.5, que tout le monde utilise par ailleurs, moi, je ne crois pas. On peut avoir une idée géniale à l'instant T. On peut se dire, tiens, on a trouvé un moyen super malin de faire le support client. Bon, et il se trouve qu'on utilise Claude pour le faire. Bon, super. Si vraiment l'idée est bonne, dans les 6 mois, vous êtes copié par tous les autres. Donc, ce n'est pas un avantage compétitif durable. L'avantage compétitif, c'est vraiment vous créez des features, enfin, allez, on va essayer de parler français, des fonctionnalités ou des expériences utilisateurs qui ne sont pas facilement réplicables. Parce que soit vous avez une donnée que les autres n'ont pas, ou vous avez généré une donnée que les autres n'ont pas. D'accord ? Donc, vous avez les mêmes clients, mais vous, voilà, votre data engineering team, elle est plus futée et elle a réussi à créer quelque chose à partir de ça. Elle a transformé les données pour créer quelque chose d'intelligent. Et peut-être que ça vous permet d'utiliser soit un modèle que vous avez spécialisé. Bon, c'est une des choses qu'on fait nous chez Arci. On peut spécialiser des modèles pour des clients sur la base de données de bonne qualité. Et là, avec un petit modèle, on arrive à surperformer un GPT-4 ou un Claude 4 à une fraction du très coût. précis, du coup. Sur des cas d'usage précis. Mais une fois de plus, c'est la grosse différence entre l'entreprise et le grand public. Le grand public, c'est tout le monde et c'est tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit dans le ChatGPT. Voilà. Moi, je vais avoir des questions, je sais pas, sur... je suis en train d'aider mon fils à faire ses devoirs de SVT en seconde. J'ai une question sur je sais pas quoi, voilà. Et toi, tu cherches une recette de cuisine sympa pour ce soir. Et voilà. Et ma femme, c'est autre chose. Et bon. Donc, forcément, ces modèles-là, ils doivent savoir un peu sur tout. Voilà. Après, si on commence à leur poser des questions ultra pointues sur des domaines très, très particuliers, ils sont mis en défaut. Mais ça, c'est le domaine de l'entreprise. Oui. Voilà. Donc, c'est le domaine de l'entreprise qui va dire, moi, je fais de la livraison de produits frais en moins de 2 heures. J'ai des contraintes pas possibles, j'ai des contraintes sanitaires, j'ai des contraintes, je sais pas, réglementaires. C'est une tranche très, très fine de la connaissance humaine. Mais pour cette boîte-là, c'est 100% de ce qu'elle fait. Bien sûr. Donc, c'est son cœur de métier. C'est son cœur de métier. Donc, si tu essaies de faire ça avec OpenAI ou Claude, tu vas atteindre un certain nombre de limites assez rapidement. Et tu t'en fiches que le modèle soit très bon pour les recettes de cuisine ou pour les devoirs de SVT de seconde. Ça a aucune... c'est complètement hors sujet. Donc, le truc, c'est de se dire, pour ce use case-là, est-ce que je peux spécialiser un modèle qui, au lieu d'être 1 km de large et 1 cm de profondeur, va être 1
1 centimètre de large et 1 kilomètre de profondeur. Là, il y a l'avantage compétitif. Parce que si tu as été malin avec tes données clients, et que tu as réussi à spécialiser un modèle là-dessus, à comprendre des comportements, des relations cachées dans les données, etc., et ben là, même si tu as travaillé avec un petit modèle de quelques milliards de paramètres, il est devenu un expert sur ce truc-là. Et il va battre à plat de couture les GPT et les Claude. Et on l'a fait 50 fois, donc je peux l'affirmer assez tranquillement. Voilà, on n'est pas les seuls à le faire, mais on l'a fait 50 fois. Donc l'avantage compétitif, c'est là qu'il est. C'est là qu'il est, c'est dans comprendre ce qu'on veut résoudre avec l'IA, quelles sont les questions, entre guillemets, qu'on va se poser, quelles sont les données qui permettent de répondre à ces questions, puis on tire sur le fil. Puis où est-ce qu'elles sont ? Et puis est-ce qu'elles sont fraîches, très fraîches, périssables, ou au contraire, est-ce que c'est de la connaissance très pérenne, etc. Et puis après, il y a tout un ensemble de stratégies. Mais vraiment, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des destins parallèles pour l'IA très, très grand public. Et puis pour l'IA entreprise et très spécialisée. Et c'est là qu'il y aura l'avantage. L'époque un peu générique sur GPT, sur Claude et tout ça, ça fait des démos sympas. Voilà. Puis après, il y a quelqu'un autour de la table qui dit « Ouais, alors vas-y maintenant, pose une question. Posez la question là, que le client il m'a posée hier sur c'est quoi le numéro de référence du composé chimique Tu vois le truc, ce qu'on fait au boulot. Quoi. Là, il va pas savoir répondre forcément. Il va dire, il va raconter n'importe quoi. Ouais, ou il va halluciner. Voilà, c'est le sujet de l'IA en entreprise, c'est ça. C'est d'arriver au niveau de qualité et de pertinence d'un expert qui aurait 10, 15, 20 ans d'expérience dans la boîte. Il y a un peu de travail pour ça. Et j'aimerais avoir ton ressenti sur la maturité des clients aujourd'hui face à l'IA. Ouais. Parce que c'est quand même, je pense, une question. Donc l'IA générative, c'est 2022, un petit peu avant, mais ça a été vraiment popularisé à partir de 2022. Comment tu sens les clients aujourd'hui aborder ce sujet-là ? Est-ce que tu les sens plutôt sereins ou plutôt inquiets ou pas encore au niveau ? Moi, je suis essentiellement en contact avec des grandes entreprises. D'accord. Des grosses organisations. Voilà. Donc, je pense que là aussi, il y a certainement des grosses différences entre la PME. Bon, je ne parle pas des TPE, qui ont probablement d'autres sujets que l'IA, payer leur URSSAF. Bon. Mais la PME, la PME, bon, elle peut se dire, OK, on est un client Microsoft, dans Excel, Word, Office, enfin, maintenant, il y a un truc d'IA. Ah, tiens, ouais, OK, c'est pratique, ça traduit, on a des clients en Italie, on peut traduire facilement en italien, bon, OK, très bien. Il y a un usage comme ça très, 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 très managé. Est-ce que ces boîtes-là vont se lancer dans du fine-tuning de Llama, de Mistral, de Qwen ou de trucs comme ça ? Est-ce qu'elles en ont besoin ? Je ne suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'elles en aient besoin. Je suis pas sûr que ça soit une fois de plus, ça soit leur sujet. Voilà. Après, il peut y avoir des boîtes hyper spécialisées, des boîtes industrielles, des boîtes avec un fort contenu scientifique qui ont de la donnée vraiment unique. Et ça existe. Enfin, je veux dire, il y en a. Moi, j'en ai rencontré. Alors, pas tellement en France, parce que très honnêtement, je suis pas très impliqué sur le marché français. Mais bon, par exemple, en Allemagne, voilà, les PME allemandes, on les connaît. Il peut y avoir des boîtes de 200, 300, 500 personnes qui sont des leaders mondiaux d'un truc. Voilà. Dans l'industrie, ils font la machine ou le composant ou le process. Voilà. Et c'est le leader mondial. Alors, je peux dire, bon, est-ce que ces gens-là ont un intérêt à avoir un modèle ou des solutions sur mesure ? Peut-être. S'ils ont de la donnée absolument unique au monde, ils ont 100 ans d'expérience sur un truc et qu'ils veulent encore innover, peut-être. Peut-être pour des cas d'usage de support, voilà. De choses. Il peut y avoir des cas comme ça. Après, si c'est un usage, on va dire, bureautique ou productivité, moi, j'ai envie de dire, utilisez ce qu'il y a dans vos outils bureautiques et ça ira très bien. Voilà. Après, dans les grandes entreprises, oui, je pense que, moi, j'en croise plus aujourd'hui qui me disent on n'a pas... on regarde. Non.
On n'est plus à on regarde. On en est à on a regardé, on a beaucoup essayé, on a jeté beaucoup de choses, on s'est beaucoup planté, mais très bien, parce qu'une fois de plus, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre. Et maintenant, on a, comme les gens avaient des Cloud Center of Excellence, on a un IA Center of Excellence, et on a une équipe, et on a 63 cas d'usage répertoriés, et après, la problématique, c'est de se dire, bon, ces cas d'usage, quel niveau d'implication ils vont nécessiter. Il y a certainement des cas d'usage qui sont parfaitement réalisables avec des modèles commerciaux sur étagère. Bon, par exemple, l'assistance au code. Bon. Enfin, moi, j'utilise Claude Code et Cursor, mais enfin bon, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Claude Code maintenant. C'est vrai qu'il est un peu meilleur. Ouais, je suis très impressionné par ce qu'ils arrivent à faire. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de recommander à un client d'aller spécialiser un modèle de code. Enfin, il faudrait vraiment qu'une fois de plus, ils aient un besoin vraiment, vraiment unique. Mais voilà, donc là, il y a des trucs sur étagère. Après, la discussion, c'est la gouvernance autour de ça. Comment on s'en sert, quel process on met autour de ça pour éviter les catastrophes, etc., etc. Et ça, c'est un projet IA en tant que tel. Peut-être pas un projet de modèle, mais c'est un projet IA. Bon, et puis après, il y a des projets, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être cœur de métier, à très grande échelle, avec à très forte valeur ajoutée, et qui, eux, peuvent nécessiter plus de R&D. Donc, après, si la question c'est est-ce que les boîtes sont armées pour ces projets-là, j'ai envie de dire ça dépend. Je pense qu'il y a souvent un petit excès de confiance et un peu de... je vais rester gentil. Je vais dire un peu de naïveté sur on va réussir à le faire nous-mêmes, et sur Hugging Face, il y a toutes les ressources pour le faire, ce qui est plutôt vrai. Et enfin, c'est toujours pareil. Si on veut arriver à un niveau de précision élevé, c'est souvent un peu plus compliqué que prendre le notebook fine-tuning de Hugging Face et clic, 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 et voilà. Bien sûr. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde le ferait, tout le monde aurait des modèles à l'état de l'art, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a, il y a des secrets de fabrication. C'est comme en cuisine, hein. Il y a il y a l'expérience du chef. Et il y a plein de petits secrets de cuisine comme ça qui font que la différence entre le truc qui est bien et le truc qui est vraiment top. Et voilà, et c'est pas forcément le rôle d'une entreprise, c'est pas forcément possible pour une entreprise d'avoir ces compétences-là en interne. Si on est un tueur de l'IA, des modèles, est-ce qu'on va aller travailler dans une boîte qui met des petits pois en conserve? Je sais pas. Et je leur manque pas de respect. J'adore les petits pois, c'est pas le sujet. Mais enfin, c'est toujours la même histoire. C'est exactement le même sujet qu'avec le cloud. Les gens, on l'a bien vu chez AWS, les gens qui étaient vraiment extrêmement bons en infra, ils ont plutôt tendance à aller dans des boîtes qui font de l'infra, plutôt qu'à aller chez des clients finaux où les choses sont peut-être un peu moins... où c'est moins le sujet, quoi. Les choses sont un peu moins excitantes. Bon, je pense qu'il y a ce défi-là aussi pour les clients aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi le prochain sujet sur l'IA qui va arriver dans les mois, années à venir, et que toi, tu vois déjà peut-être pointer le bout de son nez? Alors moi, j'ai une obsession, je l'assume, c'est l'IA sans les GPU. Ok, c'est ambitieux. Oui, ouais, mais c'est-à-dire, je précise, c'est-à-dire amener l'IA, amener des modèles sur des plateformes hardware beaucoup plus simples, beaucoup moins chères, beaucoup plus efficaces et beaucoup moins gourmandes en énergie que des GPU. Donc tous les sujets edge. Ouais. Alors c'est pas forcément le modèle génératif sur ma montre. Bon, de toute façon, j'ai pas de montre. Mais c'est de dire, je sais pas, je suis propriétaire d'une chaîne de restaurant ou d'une chaîne de station-service. J'ai du matériel informatique sur tous mes points de vente. Voilà, j'ai une baie telco avec un routeur, un serveur, qui peut-être qui se synchronise avec un site central, enfin peu importe. Donc j'ai un peu d'infra
elle est là. Bon, est-ce que je peux faire tourner de l'IA là-dessus, au plus près des clients, avec quel niveau de performance, quel coût, pourquoi faire, etc. Et sans rendre nécessaire le fait d'acheter des GPU qui consomment des centaines de watts et qui coûtent des milliers d'euros. Voilà. Nvidia est déjà bien assez riche comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est bien. Mais voilà, et puis surtout d'un point de vue entreprise, pour un CFO ou un CIO, voilà, il y a du hardware, il est là, qu'est-ce qu'on peut faire avec aujourd'hui, pas dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, et une fois de plus, quelles expériences utilisateurs on peut créer sur le hardware qui est dispo aujourd'hui. Ça, je pense que c'est voilà, ça, en tout cas, je sais pas, peut-être que je prêche dans le désert, mais pour moi, c'est un vrai truc. Je pense que le déploiement massif partout, etc., il passera par ça. Il passera par résoudre ce problème-là. Parce qu'on n'arrivera jamais ni à fabriquer, ni à vendre des accélérateurs en quantité suffisante et avec une rationalité économique pour arriver à amener de l'IA partout. Voilà. Très bien. On arrive au terme de l'émission. Merci Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Orange Grenadine. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et merci pour toute cette vision et tout ce que tu as pu partager sur l'IA. C'était vraiment très intéressant. Merci de m'avoir invité. Pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi Orange Grenadine. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Au revoir.